Nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de l'actualité, l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, se dit confiant concernant le déploiement rapide de la Force internationale de sécurité en Haïti. L'ambassade des États-Unis en Haïti salue l'investiture du Premier ministre Gary Coney et de son gouvernement. Selon les autorités américaines, c'est une étape importante vers la résolution des défis nationaux. En titre également, 300 policiers ont été assassinés au cours des 9 dernières années, selon des chiffres publiés par le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. On démarre ce journal en sécurité, notamment ce qui a trait à la mission multinationale. L'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, se dit confiant concernant le déploiement rapide de la Force internationale en Haïti. Invité à la rubrique Le Point de Métropole, le diplomate a apporté des précisions sur le type de soutien que son pays entend apporter à la mission ainsi qu'aux forces de police. Il estime également que le renouvellement du mandat de cette force ne sera pas très compliqué. Les précisions de l'ambassadeur canadien à Port-au-Prince, André-François Giroux. Les 100 millions sont vraiment dédiés à l'équipement pour la PNH et à d'autres institutions ou projets qui viennent appuyer. La GRC, effectivement, a développé un programme de formation et ils ont commencé cette formation. Mais à ma connaissance, ce sont des fonds séparés. Ça ne fait pas partie du 100 millions. Donc, c'est vraiment un programme qui vient encore une fois en appui, mais qui est financé à même les fonds canadiens. Et même chose pour le bataillon de la CARICOM, là, qui va se joindre à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce sont nos forces armées canadiennes qui ont formé ces éléments qui vont se joindre, mais à même leur budget. Bon, concrètement, en quoi consiste notre appui? Bien, comme on expliquait, il y a 80,5 millions qui a été investi dans le fonds pour subvenir payer pour cette mission. Donc, c'est une contribution importante, la deuxième en importance. On travaille aussi très fort. Madame Joly fait beaucoup d'efforts à mobiliser ses alliés, nos alliés, la communauté internationale, pour que d'autres pays suivent et fassent la même chose. On a aussi tout à l'heure parlé de la formation du contingent de la CARICOM. On a fait un premier contingent. Il y aura des formations sûrement qui suivront dans la même lignée. Et c'est moins visible, mais je peux vous dire que le Canada, nos experts, ils sont partout dans les préparatifs de cette mission. Donc, conseil au niveau de l'imputabilité de la force, processus si jamais il y a des cas, parce que ça peut arriver, des cas malheureux, d'abus des droits de l'homme, comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on fait la suite. Donc, toutes ces dispositions, règles d'engagement, concepts d'opération, les experts canadiens contribuent à leur développement et tout ça avance de façon très sûre. Donc, évidemment, le déploiement de la mission multinationale a été retardé, mais je peux vous garantir que le travail avance et que ce n'est qu'une question de semaines pour qu'on puisse accueillir. Donc, vous êtes confiant que le déploiement se fera? Absolument. Et pourquoi? Comment vous expliquez cette confiance? Bien, moi, je vois beaucoup de ce qui se fait derrière la scène. Donc, la constitution du fonds qui paiera pour cette force, la mobilisation de la communauté internationale, la construction de la base qui les accueillera. J'ai eu la chance de la visiter. La base est prête pour accueillir la mission. Donc, on parle vraiment de petits détails finaux et moi, j'ai vraiment bon espoir que, comme ça a été annoncé, ça se fera dans les semaines à venir. En politique, l'ambassade des États-Unis en Haïti salue l'investiture du Premier ministre Gary Coney et de son gouvernement, les considérant comme une étape importante vers la résolution des défis nationaux.
L'ambassadeur américain Denis Hankins, qui a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement, a exprimé sa satisfaction d'avoir assisté à cet événement et souligné son importance pour l'inclusion, la sécurité et les prochaines élections. Les représentants du gouvernement américain en Haïti sont impatients de collaborer avec le gouvernement haïtien afin de relever les nombreux défis auxquels la nation est confrontée. Un gouvernement responsable et réceptif est essentiel pour assurer la prospérité de tous les Haïtiens, conclut une note de l'ambassade. Alors que tous les ministres sont en poste, de nombreux défis attendent la nouvelle équipe gouvernementale. Pour explorer plusieurs sujets clés relatifs aux prochaines actions du gouvernement, nous avons le privilège de recevoir sur le plateau de Métro News ce soir Monsieur Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville et leader du parti En Avant. Bonsoir, député, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir, Madame Barthélemy, toujours un plaisir de répondre à vos questions. Alors hier, il y a eu l'installation de ce nouveau gouvernement, 18 ministères, 14 ministres, parmi eux 4 femmes. Député, ce qui a surtout retenu l'attention de plus d'un, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux visages, de nouvelles têtes. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on emboîte le pas vers ce que les acteurs politiques ont toujours prôné d'ailleurs, vers une transition de rupture? Ah non, je n'irai pas jusque-là. Nous qualifierons cette transition de rupture quand nous l'aurons réussi en nous assurant que nous aurons rétabli la sécurité, que nous aurons réformé la Constitution et que nous aurons réalisé des élections libres, honnêtes et démocratiques. Je crois plutôt que hier, il y a eu l'installation d'un nouveau gouvernement qui marque un pas important. Et dans la transition qui a commencé, rappelons-le, le 2e lundi du mois de janvier 2020. Donc c'est une très longue et pénible transition que nous vivons, d'autant plus qu'en Haïti, vous le savez que dans la capitale, nous sommes otages des gangs armés qui continuent à faire la pluie et le beau temps. J'étais moi-même présent et j'ai répondu positivement à l'invitation des services de protocole de la primature et de la présidence. C'était pour moi un devoir patriotique et même une exigence protocolaire en tant que chef de parti politique de répondre positivement. Donc j'étais présent et j'ai assisté à cette cérémonie. Ce que je peux dire de ce gouvernement, dont j'ai rencontré plusieurs des membres, nous parlons donc de 14 ministères, 14 ministres qui vont occuper 18 ministères. Et je pourrais déjà commencer par dire que je suppose que le bien fondé d'une telle décision était de réduire les dépenses au niveau de l'État. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Je ne crois pas parce que les ministères existent toujours, les structures sont là, voyons-les les unes après les autres, puisque quels sont les ministères qui ont été jumelés? Nous avons d'abord Affaires étrangères avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. J'y reviendrai parce que je pense que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est important. Nous aurions dû le garder pour une raison très simple. Ce n'est pas tant les ministères qui causent problème, mais souvent ce sont les ministres parachutés dans ces ministères qui ne font pas leur travail. Or, nous avons une diaspora importante et jumeler le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger au ministère des Affaires étrangères est un risque et une gageure. Et je dis qu'elle est risquée. Et quel ministère devrait être jumelé selon vous? Très franchement, moi, je n'aurais jumelé aucun ministère parce qu'il s'agit d'une transition très très courte. Et comme j'aime souvent à le dire et à le répéter, ce n'est pas tant les ministères qui causent problème que les ministres qui ne répondent pas positivement ou favorablement aux attentes de la population et de la société. En fait, je prends acte qu'il y a 14 ministres qui occupent des positions pour un total de 18 ministères. Rappelons-le pour l'auditoire. Le ministère des Affaires étrangères a été jumelé, bien entendu, avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le ministère des Finances avec le ministère du Plan, le ministère de l'Éducation avec Communication et Culture, et bien entendu, le tourisme avec Commerce et Industrie. Maintenant, quelles sont les économies d'échelle que l'on fait? Puisque ces ministères existent toujours, la masse salariale est la même et les employés et les cadres de l'administration publique travaillant dans ces ministères sont là. On économise simplement, probablement, je dirais, un cabinet de ministres qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Ça ne représente pas vraiment grand-chose, vous nous dites, en ce qui est trait au... Je ne crois pas. Je prends acte de cela, je comprends le bien fondé, mais je dirais qu'en Haïti, il faut qu'on puisse commencer à intérioriser qu'au fond, ce ne sont pas tant les institutions qui sont le problème, mais les personnalités qui les dirigent. C'est comme le Parlement. On a souvent entendu
il faut nous caser le Parlement, il faut nous dire la Chambre des députés. Mais le problème, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas l'institution. C'est souvent qu'il y a des élus qui ne connaissent pas leur mission ou qui sont là pour se servir et non pas servir l'État. Et comment on peut pallier à ce problème, justement? Vous nous dites que ce ne sont pas des problèmes d'institution, mais ce sont les personnes qui sont mauvaises. Comment pallier à ce problème? Alors, je ne dis pas que les personnes sont mauvaises. Elles ne sont pas prêtes. Elles n'ont pas les capacités pour pouvoir souvent répondre aux attentes de ceux qui les nomment. Et très souvent, disons les choses telles qu'elles sont, en Haïti, malheureusement, il y a beaucoup trop de parrainage politique dans les nominations de l'administration publique, alors que d'abord, le premier des critères devrait être un critère de compétence et d'intégrité. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui pour vous? Dans le cas de ce gouvernement-là? Justement. Bon, dans le cas de ce gouvernement-là, je me réserve le droit de le juger sur ses actes. J'ai pris acte qu'il est entré en fonction hier et je vais le juger sur ses actes et très très vite. Et je veux dire par là les défis auxquels ce gouvernement va faire face. Le défi de la sécurité d'abord. Comment va-t-il faire pour rétablir la sécurité, qui est le plus grand problème aujourd'hui et qui est, je dirais, la première demande des Haïtiens. Comment ce gouvernement va-t-il procéder à la réforme constitutionnelle? Comment ce gouvernement va harmoniser les relations entre le cabinet ministériel et le conseil présidentiel? C'est une formule inédite. Ils ne peuvent pas se marcher sur les pieds. Il faut qu'ils trouvent une cohésion de telle sorte qu'il n'y ait pas de cafouillage au plus haut niveau de l'État. Comment ce gouvernement va-t-il aborder la question du conseil électoral? Quelle sera la formation du conseil électoral? Quelle sera la loi électorale? Quelles seront les dispositions pour redresser l'économie? Parce que je dis à Madame et Barthélemy, l'économie a crasé à tête plate. Et dans l'agriculture, dans le tourisme, et quasiment plus fort monde qui dans l'activité ça aujourd'hui est obligé de fermer porte. Donc une considération spéciale pour nous faire pour eux. Donc d'un point de vue économique aussi, nous allons regarder qui disposition on peut prendre pour capable aider petit business, gros business, moyen business pour lever des tueurs à terre parce que le problème n'est pas que politique en Haïti, il est aussi économique. Avant même que nous rentrions dans le grand chantier dans le grand axe que le gouvernement s'est bien pour travailler sur eux, ou sur dit hier vous aviez pris part à la cérémonie d'installation de ce nouveau gouvernement, il y a eu premièrement, le discours du président du Conseil présidentiel de transition, M. Edgar Leblanc-Fils. Il y a eu également le discours du Premier ministre Gary Coney. Qu'est-ce qui a surtout attiré votre attention dans ces deux discours, M. Tardieu? Je pense que c'était deux discours tout à fait conventionnels et en fait optimistes, peut-être même des fois trop optimistes de la part du Premier ministre, parce que je dis toujours qu'il faut être très prudent, parce que la transition, elle est essentiellement pour restaurer la sécurité, réformer la Constitution et organiser des élections libres, honnêtes et surtout qui ne soient pas contestées. Parce que si l'on en retourne à une situation où il faudra contester les élections à venir, nous tombons dans le même tchouboum. Ce qui m'a frappé un petit peu, c'est que ces deux personnalités, M. Edgar Leblanc et le Premier ministre, ils ont fait référence dans leur discours à l'accord du 3 avril. Or, il y a une grande anomalie. Parce que l'accord du 3 avril qui aujourd'hui fixe la feuille de route du gouvernement de transition n'a jamais encore été publié dans le journal officiel Le Moniteur. Ça veut dire qu'en quelque part, nous naviguons à vue et en quelque part, il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous sommes quasiment à la merci de la bonne foi des acteurs. Parce que c'est cet accord du 3 avril qui définit les responsabilités des uns et des autres. C'est cet accord du 3 avril qui donne une légitimité politique à un gouvernement qui n'est pas issu d'un processus institutionnel et constitutionnel. Donc je dois dire que c'est l'occasion pour moi aussi de faire valoir qu'il faut plus vite que nous puissions corriger cet état de fait et s'assurer que ce qui est prévu comme devrait être exécuté dans la feuille de route doit figurer dans le journal officiel Le Moniteur parce que c'est de cette façon seulement qu'on gère la République. La République, ce sont les lois. La République, ce sont des textes. La République, c'est des procédures et un processus. Donc, je crois que c'est important et d'en parler. Je continuerai à me faire l'avocat qu'un tel accord, ou qu'il soit légèrement modifié ou pas, soit publié dans le journal officiel. En fait, en effet, parlant de la feuille de route, nous savons que ce gouvernement aura pour responsabilité, outre le rétablissement de la sécurité dans le pays, de faire aussi la réforme constitutionnelle.
Nous savions que vous avez fait de ce projet votre cheval de bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt justement de mener ce projet au cas où ce gouvernement ferait appel à vous pour mener la question de la réforme constitutionnelle? Alors je crois que la question de la réforme constitutionnelle n'est plus l'apanage du gouvernement de la République. C'est la responsabilité de tous les Haïtiens de mettre la main à la pâte. Très certainement que moi, votre serviteur, pour avoir été président d'une commission spéciale qui a travaillé sur l'amendement de la Constitution, je suis, avec les autres députés qui ont siégé dans cette commission, très intéressé à participer activement aux réflexions sur la réforme constitutionnelle. D'ailleurs, je dirais qu'il n'y a que deux grands rapports d'État sur la question. Celle de la commission à laquelle vous faites référence, et à la 50e législature, mais il y a aussi le comité consultatif indépendant mis en place par Jovenel Moïse, qui avait l'ancien président Boniface Alexandre à sa tête, et qui a produit une réflexion pour une nouvelle constitution. Ces deux rapports d'État doivent être consultés en priorité par celles et ceux qui auront la responsabilité de définir la marche à suivre, parce que là encore, il y a un grand flou. On parle de conférence nationale. Est-ce que cette réforme, cette révision constitutionnelle viendra à l'issue d'une conférence nationale où on aura déterminé ensemble les dispositions à prendre ou les clauses à changer ou les changements à aborder? Ou bien est-ce que, et tout carrément, cette conférence nationale dira elle-même si oui ou non il y a lieu de réviser la Constitution? On a parlé d'un comité de pilotage pour la conférence nationale. Quel est ce comité de pilotage? Comment sera-t-il formé? Combien de temps il aura? Il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de flou. Et ma responsabilité en tant que leader politique responsable est de mettre en garde et de sensibiliser les autorités pour qu'au plus vite, ils puissent préciser dans la feuille de route qui est celle du gouvernement de transition qui fait quoi et quand. Alors, outre la réforme constitutionnelle, comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous savons que ce gouvernement aura pour mission de rétablir la question sécuritaire. Maintenant, hier, dans son discours, le Premier ministre Gariconi, justement, a mis l'emphase sur le rétablissement de la sécurité, qui est une condition sine qua non à la relance économique, à la réforme constitutionnelle, qui est aussi une condition sine qua non pour remettre le pays sur les rails de développement. Maintenant, ce qui a étonné plus d'un, il n'a pas fait allusion à la mission multinationale qui devrait venir justement pour appuyer les forces armées d'Haïti, la police nationale d'Haïti, pour aider à résoudre ce problème. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, la PNH, avec 40% de corrompus, comme l'avait dit M. Leslie Voltaire, qui est conseiller présidentiel, et les forces armées d'Haïti pourront résoudre ce problème sans l'appui d'une force? Moi, alors d'abord, en réaction au discours du Premier ministre et à l'absence, je dirais, d'une prise de parole sur la question sécuritaire, j'ai été effectivement étonné parce qu'aujourd'hui, le problème principal haïtien est un problème de sécurité. En fait, je me rappelle qu'en 2006, je n'étais pas encore en politique. J'étais vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. Et le président élu René Préval à l'époque, qui partait à Washington, c'était son premier voyage d'État, mettait en place un comité mixte pour l'accompagner. Et étant donné qu'on faisait appel à des entrepreneurs, j'ai été choisi dans une liste de 4 entrepreneurs à l'accompagner. Et lorsque nous sommes arrivés, avant d'aller à la Maison-Blanche, dans une conversation informelle avec le président, il me dit, mais président, finalement, et qui sort pour le dire dans la Maison-Blanche comme priorité pour le quinquennat? Je dis, moi, j'ai une grande priorité pour le quinquennat. Sécurité. Nous sommes en 2006. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y a pas de difficile là. Et déjà, à l'époque, la priorité des priorités était la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, le discours dominant chez les élites politiques, le discours dominant chez les autorités de la transition doit être celui de la sécurité. Et surtout des dispositions à prendre pour ramener la paix en Haïti. Et sur la question de la mission multilatérale, il y a beaucoup de flou. On parle d'un budget de 600 millions de dollars. Mais à date, qu'est-ce qu'on constate? C'est que sur ces 600 millions de dollars, les États-Unis, le plus grand bailleur, a promis après un engagement pour 300 millions. Il y a 200 millions qui sont en train d'être décaissés pour construire la base aujourd'hui au niveau de l'aéroport qui devrait accueillir ces troupes. Il y a 100 millions qui ne sont pas encore autorisés par le Congrès aux États-Unis. Et dans le basket fund des Nations Unies, la France a mis la main à la pâte, le Canada aussi,
mais il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui manifestent un intérêt à financer cette mission. Donc aujourd'hui, nous parlons d'une mission qui est hypothétique. Elle est hypothétique parce qu'il y a un bras de fer au niveau de la justice. Déjà, au Kenya. Mais elle est surtout problématique dans le sens qu'il n'y a pas encore un financement assuré de cette mission qui, je crois, est fondamentale dans le sens qu'elle viendra pour 2 raisons. D'abord, accompagner la police nationale pour restaurer la sécurité, notamment dans le combat contre les gangs qui aujourd'hui prennent Port-au-Prince en otage, prennent la zone métropolitaine en otage et qui pillent, qui tuent sans aucune autre forme de contrainte devant les yeux souvent passifs et ni de la police nationale, ni des autorités militaires. Donc ça, c'est un problème. Donc au fond, et je crois ça c'est la première des choses. Et un deuxième point qui est extrêmement important, on apprécie beaucoup qu'il y ait une solidarité internationale agissante pour aider la police nationale et les forces armées à rétablir la sécurité. Mais quelles sont les dispositions qui vont être prises pour s'assurer qu'il y ait une formation qui permette à la police nationale et aux forces armées d'Haïti d'être autonomes dans leur capacité à protéger et à défendre le pays, sans qu'on ait besoin d'intervention, d'assistance ou d'un support étranger. Je pense que ces 2 volets marchent de pair. Il faut bien entendu qu'on puisse déterminer les termes de référence de l'encadrement à la police nationale dans le combat contre les gangs. Ceci est extrêmement important. Mais il faut aussi voir comment nous pourrons nous assurer que cet encadrement puisse aussi pérenniser 2 institutions qui, de par les articles de la Constitution, sont prévus pour protéger et servir les Haïtiens. Monsieur Directeur Dieu, nous allons mettre fin à cette interview. Mais avant de partir, nous savons que vous êtes un homme politique très respecté en Haïti. Merci. Un conseil pour finir aux ministres qui viennent justement d'être installés. Bon, à ces ministres, je dirais qu'ils sont à un carrefour historique où ils ont la chance et l'opportunité de s'élever à la hauteur des enjeux du moment. Et ils peuvent faire l'histoire, et comme ils peuvent malheureusement passer dans l'histoire comme celles et ceux qui n'ont pas réussi à répondre aux attentes des Haïtiens et des Haïtiennes. Ce que je leur dis, c'est qu'il faut sérénité, sagesse, compétence, abnégation, volonté, persévérance, patriotisme et puis l'amour pour Haïti. Souvent, au niveau de l'administration publique, je sens qu'il manque l'amour pour le pays. Je pense que s'ils ont ces qualités avec eux et s'ils se dirigent dans cette direction avec cette détermination, je pense que nous pourrons mettre au profit cette transition de telle sorte que finalement nous puissions en arriver à des élections libres, honnêtes, qui vont renouveler le personnel politique, qui eux-mêmes auront la légitimité de faire les réformes qu'il faut pour changer Haïti. En pile, l'amour pour Haïti, c'est surtout ce qu'on a retenu. Merci infiniment, député Directeur Dieu, d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup, Mme Barthélemy. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec nous le député Directeur Dieu, leader du parti En Avant. Il était notre invité ce jeudi pour commenter l'actualité politique notamment. Dossier mission multinationale, la haute cour de Nairobi, qui était censée examiner le 12 juin la demande d'un chef de l'opposition kenyane concernant le déploiement de policiers kenyans en Haïti, a reporté cette audience à octobre prochain. Alors que le tribunal est en vacances, nous reviendrons le 7 octobre 2024 pour plaider notre plainte pour outrage contre le gouvernement kényan, a déclaré à l'effet l'avocat Ekuro Okot, chef du parti minoritaire Third Way Alliance, qui a d'ailleurs déposé la plainte. L'assassinat de 3 policiers de l'unité temporaire anti-gang UTAG dans une embuscade à Delma 18 le dimanche 9 juin 2024 rallonge la liste des policiers assassinés ces dernières années. Selon le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, 300 policiers ont été assassinés au cours des 9 dernières années. Une véritable hécatombe qui s'est accentuée au cours des dernières années. Depuis 2019, en moyenne, 40 policiers sont tués chaque année. Le chef de la police entend mettre un terme à cette série noire. Il promet une réponse institutionnelle dans le respect de la loi. Autre point de l'actualité, les gardes-côtes américains ont envoyé 305 migrants vers les Bahamas et Haïti après avoir intercepté plusieurs tentatives de migration illégale par la mer dans le cadre de l'opération Vigilant Sentry. En collaboration avec le groupe de travail sur la sécurité intérieure, ils patrouillent par voie terrestre, aérienne et maritime pour sauver et rapatrier les migrants. Dimanche, 109 personnes ont été renvoyées vers les Bahamas après une interception près d'Anguilla.
Et une autre opération au nord de l'île de la Tortue en Haïti a permis d'intercepter un navire de migrants. Le lieutenant Nick Fujimoto a souligné les dangers de cette traversée, particulièrement en saison des ouragans, et l'importance de combiner application de la loi et réponse humanitaire. Nous sommes au terme de notre 4e édition de la semaine, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce jeudi. L'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giraud, se dit confiant concernant le déploiement rapide de la force multinationale de sécurité en Haïti. L'ambassade des États-Unis en Haïti salue l'investiture du Premier ministre Gary Coney et de son gouvernement. Selon les autorités américaines, c'est une étape importante vers la résolution des défis nationaux. Et puis 300 policiers ont été assassinés au cours des 9 dernières années, selon des chiffres publiés par le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Ainsi s'achève cette édition de Journal. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain vendredi. Entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.